Bonjour et bienvenue sur LCP. Nous sommes au cœur de l'Assemblée nationale et ce mercredi 12 novembre à l'heure de la séance, il y a une question qui fâche à l'ordre du jour, la suspension de la réforme des retraites. Cette suspension, c'est une promesse de Sébastien Lecornu faite lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée. Eh bien, elle est inscrite dans le budget de la sécurité sociale pour 2026. L'article en question a été appelé en priorité en séance. Il suspend jusqu'à janvier 2028 la marche vers les 64 ans ainsi que le relèvement du nombre de trimestres à cotiser. La séance est ouverte. On se retrouve juste après cette séance. Nous abordons donc l'important article 45 bis. J'ai un certain nombre d'inscrits sur les articles après avoir échangé avec plusieurs présidents de groupe. Je vous indique que vous avez chacun 3 minutes d'intervention, ce qui vous permettra de développer un peu plus votre argumentation. Et puis de toute façon, nous aurons après les amendements de suppression. Donc pour le Rassemblement national, Madame la Présidente Marine Le Pen. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, alors voici venue l'heure de vérité, celle où le pacte de non-censure entre le gouvernement, le Parti socialiste et LR va ou non se matérialiser sous nos yeux. Nous allons dénouer un premier mystère. Comment un gouvernement a-t-il pu mettre son sort entre les mains des socialistes qui ne représentaient lors de la dernière présidentielle que 1,5% des voix, 30 pièces d'argent sous forme de suspension de l'horrible réforme Borne si importante aux yeux de la Macronie qu'ils avaient usé scandaleusement du 49.3 face au refus majoritaire de l'Assemblée de la voter. Nous allons déjouer un second mystère, celui qui a conduit LR, qui nous expliquait que la réforme Borne était un enjeu vital, n'hésitant pas à traiter de crypto-communistes tous ceux qui s'opposaient à l'allongement de l'âge de la retraite. Eh bien, ils acceptent la suspension en échange de l'assurance de ne pas retourner devant les électeurs. Je voudrais donc, chers collègues socialistes et républicains, vous dire solennellement une chose. Par opportunisme, vous avez livré un concentré chimiquement pur des manœuvres, des ententes et des arrangements que les Français aujourd'hui ne supportent plus. Renaissance est contre la suspension, ils vont voter pour. LFI est pour, ils vont voter contre. Les communistes sont pour, ils vont voter contre ou peut-être s'abstenir. LR est contre, ils vont voter pour. C'est cela qui abaisse la politique. C'est cela que refuse le Rassemblement national. Alors, chers collègues, nous serons quant à nous peut-être les seuls à être cohérents. Nous allons voter pour suspendre en attendant son abrogation la réforme Borne, injuste socialement, inefficace économiquement. Et ce vote, contrairement à vous, nous allons l'exprimer fièrement, la tête haute, parce que ce vote pour vous sera la marque du reniement. Pour nous, il sera la marque de la constance et de la loyauté. C'est cela l'honneur de l'engagement politique. C'est cela que nous défendons par ce vote aujourd'hui, parce que notre seul souverain, notre seule boussole, notre seul allié, c'est le peuple français. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur le Président Gabriel Attal pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, dans quelques minutes, l'Assemblée nationale suspendra la réforme des retraites de 2023. J'avais eu l'occasion de le dire à la suite de la déclaration de politique générale du Premier ministre, étant donné les votes de la gauche et du Rassemblement national, quelque part, quels que soient les votes des autres groupes, cette réforme sera suspendue. Vous connaissez notre position sur cette réforme. Nous l'avons portée, nous l'avons défendue de toutes nos forces. Et pourtant, aujourd'hui, mon groupe s'abstiendra. Ce n'est évidemment pas de gaieté de cœur, mais c'est avec lucidité. Lucidité d'abord sur comment nous en sommes arrivés là. Si la suspension ou l'abrogation de cette réforme a été demandée,
C'est parce que certains ont affirmé que cette réforme avait été adoptée dans des conditions non démocratiques. Et si elle a été adoptée par 49.3, c'est parce que certains qui la défendaient pourtant avant, pendant l'élection présidentielle, ont fait le choix de s'y opposer à l'époque et aujourd'hui semblent la défendre. Nous sommes lucides sur le fait que cette suspension ne sera pas une bonne nouvelle pour l'économie française ou pour le budget de la France. Mais nous sommes aussi lucides sur le fait que nous ne voulons pas nous mettre en travers du compromis qui a été souhaité par le Premier ministre avec le groupe socialiste sur cette question de la suspension de la réforme des retraites et que si cette suspension n'avait pas été décidée par le Premier ministre, il n'y aurait aujourd'hui pas de gouvernement et pas d'espoir d'avoir un budget d'ici à la fin de l'année, espoir qui doit continuer à nous mobiliser. Mais surtout, nous sommes lucides sur le fait que le débat que nous avons aujourd'hui appartient déjà au passé. La réalité, c'est qu'on est en train de discuter du fait de savoir si on doit ou pas retirer un morceau de scotch sur un système des retraites qui prend l'eau de toutes parts et que ça n'est plus les paramètres qu'il faut bouger, c'est le système qu'il faut changer. Avec les députés Renaissance, Ensemble pour la République, nous portons une proposition d'un nouveau système de retraite, un système universel où, quel que soit votre statut, fonctionnaire, salarié, indépendant, vous aurez les mêmes droits. Un système libre, débarrassé de l'âge légal de départ avec la seule durée de cotisation. Vous partez très tôt, vous avez peu de pension, vous partez plus tard, vous avez une meilleure pension. Un système productif qui fait enfin sauter le tabou de la capitalisation dans notre pays en permettant aux Français de capitaliser tout au long de leur vie pour améliorer leur retraite et améliorer l'économie française et la situation de nos entreprises pour soutenir l'innovation. Alors c'est cela qui nous guidera dans ce débat, cesser les querelles, dépasser les erreurs du passé, préparer l'avenir pour les Français. C'est la conviction de mon groupe et c'est notre seule boussole. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Attal. La parole est à présent à Madame la Présidente Mathilde Panot pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Voter pour le décalage de la réforme des retraites, c'est voter pour la retraite à 64 ans. Les Insoumis ne valideront jamais par leur vote les 2 années de vie volées au peuple de France. Après avoir passé en force cette réforme contre l'ensemble des syndicats, contre des millions de grévistes et de manifestants, et même contre cette Assemblée nationale par 49.3, vous avez tout essayé, espérant que les gens allaient juste oublier. Vous avez refusé de reconnaître le résultat des urnes. Vous avez fait une obstruction massive pour nous empêcher de voter sur l'abrogation de la retraite à 64 ans lors de notre niche parlementaire. Vous avez inventé un conclave fumeux qui n'a absolument rien donné. Et voilà votre nouvelle arnaque, nous présenter comme une grande victoire, non pas la suspension, mais le décalage d'1 an du calendrier d'application de la réforme Borne. Personne n'est dupe. Nous voterons contre le décalage de la retraite à 64 ans, car nous n'en acceptons pas le principe. Nous n'acceptons pas que 15 000 personnes supplémentaires meurent chaque année avant d'avoir vu un seul jour de leur retraite. Nous n'acceptons pas que les femmes soient les grandes perdantes alors qu'elles se demandent déjà comment tenir jusqu'à 67 ans avec la décote. Surtout, nous n'acceptons pas que ce décalage se fasse au prix de coupes sur le dos des retraités et des malades avec votre budget de la sécurité sociale. Tout cela pour ouvrir la voie à la retraite à points pourtant déjà battue par les mobilisations populaires en 2020, ainsi qu'à la retraite par capitalisation. Et pire encore, cette tromperie se fait au prix de la poursuite de la politique de malheur d'Emmanuel Macron par la non-censure des socialistes que vous avez acheté avec ce décalage. Quant au Rassemblement national, il s'apprête à voter pour la retraite à 64 ans et s'allie avec ceux qui veulent la retraite à 67 ans. Vous êtes des hypocrites. Nous n'avons pas été élus pour obtenir des miettes de la Macronie en déroute, mais pour rompre avec la violence sociale qu'elle inflige à tous. Madame la ministre, vous ne viendrez jamais à bout de nous. L'abrogation est majoritaire à l'Assemblée et dans le pays. Fidèle à notre promesse, nous ferons la retraite à 60 ans, la 6e semaine de congés payés et l'augmentation des salaires. Merci beaucoup, Madame la Présidente Panot. La parole est à présent à Madame Océane Godard pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues,
Ce que je le ferai avec vous. Ce qui alimente la colère ou le rejet de nos concitoyens, c'est la certitude que le pouvoir est aux mains de dirigeants qui ne leur ressemblent plus, ne les comprennent plus, ne s'occupent plus d'eux. Tout notre malheur vient de là. Ces mots que je viens de citer, ma foi fort juste, sont ceux écrits par Emmanuel Macron en 2016 dans son livre « Révolution ». Alors si le président de la République a profondément contribué à abîmer l'esprit de la démocratie en étant sourd à ce que les Français, les partenaires sociaux et l'ensemble des corps intermédiaires ont exprimé durant la réforme des retraites de 2023, il a également imposé aux Françaises et aux Français de travailler plus, sans tenir compte ni des vécus, ni de ceux qui ne veulent plus perdre leur vie à la gagner, ni de ceux qui ont du plaisir à gagner leur vie sans la sacrifier. Cela pose la question de la brutalité sociale que nous n'acceptons pas. Voilà aussi ce que les socialistes sont allés négocier avec le gouvernement actuel. La possibilité de retisser de la confiance entre le peuple et le pouvoir, avec de l'écoute permanente, de l'empathie et une compréhension sensible des citoyens. Suspendre la réforme des retraites, c'est bien sûr permettre à 3,5 millions de femmes et d'hommes à qui l'on pense de partir 3 mois plus tôt en retraite. Et ça compte, c'est sérieux, quand aujourd'hui trop de Françaises et de Français ont besoin de ralentir leur vie, car les corps et les esprits sont fatigués. Enfin, ce que les socialistes sont allés négocier en suspendant cette inique réforme, c'est de savoir quel projet nous voulons pour notre population vieillissante. Soit on accepte des emplois massivement précaires et pénibles et on compense par l'âge de départ, et ce n'est pas notre choix. Soit on investit pour des emplois de qualité, la prévention, le management, la formation, la recomposition productive, et on articule le financement des retraites autour de ces choix. C'est le grand projet de débat national qui nourrira les présidentielles de 2027. Le groupe socialiste et apparenté votera pour suspendre la réforme des retraites et donner une perspective de nouveau contrat social aux Français. Le bonheur commun viendra de là. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur le Président Laurent Wauquiez pour le groupe Droite républicaine. Chers collègues, nous abordons aujourd'hui un débat qui cristallise, nous le mesurons tous, beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'espoir chez les Français. D'abord chez les retraités, qui sont inquiets à juste titre de la pérennité du financement du régime de retraite, qui voient les attaques régulières contre le niveau des retraites, ceux qui ont eu des carrières longues, parfois pénibles, dans des secteurs comme ceux du bâtiment, mais aussi cette France qui travaille, trop souvent oubliée, y compris dans cet hémicycle, et qui comprend bien qu'à chaque fois que des cadeaux sont faits, c'est vers eux qu'on se tourne pour augmenter les taxes et les impôts. Alors oui, bien sûr, il peut être populaire de vendre aux Français une suspension illusoire de la réforme des retraites. Alors oui, bien sûr, il peut être facile de vendre une suspension de la réforme des retraites faisant croire que par magie, on peut baisser l'âge de départ à un moment où le nombre de retraités augmente et où celui des actifs diminue. Mes chers collègues, nous pensons au contraire qu'il faut dire la vérité aux Français. La vérité est que dans un pays qui est ruiné, suspendre la réforme des retraites est illusoire. La vérité est que les mêmes qui vous vendent aujourd'hui la suspension de la réforme des retraites viendront ensuite vous expliquer que pour la financer, il faut soit baisser le niveau de vie des retraités, et les députés de la droite républicaine s'y opposeront, soit augmenter les cotisations et les impôts sur ceux qui travaillent, et avec la droite républicaine, nous nous y opposerons. Et d'ailleurs, ils ont déjà commencé, puisque au cours des jours qui viennent de s'écouler, ils ont proposé par anticipation d'augmenter par exemple la CSG sur la petite épargne des Français, l'assurance vie, les PEL, les PEA, pour financer cette suspension. Et il suffit d'ailleurs de voir les réactions sur ces bancs. C'est pour ces raisons que le groupe de la droite républicaine votera contre cette suspension de la réforme des retraites qui est illusoire. Il y a une seule ligne constante, celle pour laquelle les députés de la droite se sont battus inlassablement dans cet hémicycle contre ceux qui ont voté 34 milliards d'euros de hausse d'impôts entre le RN et la gauche au cours des derniers jours.
Il y a une seule ligne constante, aucune hausse de taxes, aucune hausse d'impôts, mais des économies sur la dépense publique et l'assistanat. C'est la seule qui permettra le redressement du pays. Et si l'on veut parler de retraite, il y a des débats tabous ici que nous sommes surpris de ne pas voir abordés. Si l'on veut avoir des débats sur les retraites, alors qu'on aborde la suppression définitive des régimes spéciaux de retraite qui coûtent tant aux Français. Si l'on veut avoir des débats sur les retraites, eh bien qu'on aborde la question de l'égalité entre le public et le privé, sujet que certains ne veulent pas voir abordé ici. Si l'on veut avoir des débats sur les retraites, eh bien oui, que nous abordions la question de l'introduction d'une retraite par capitalisation attendue par un certain nombre de Français. Mes amis, ces débats, nous les aurons. Nous les aurons, mais nous les aurons en 2027. Et ils confronteront ceux qui défendent la France qui travaille et qui a travaillé toute sa vie avec ceux qui sont prêts à augmenter les impôts pour financer leurs promesses. Avec la droite républicaine, nous serons toujours du côté de la France qui travaille et de la France qui a travaillé toute sa vie. Monsieur le Président Wauquiez, la parole est à présent à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Alors, cette réforme des retraites a mis des millions de personnes dans la rue pendant des semaines et des semaines. Le nombre de personnes qui sont allées manifester n'avait jamais été vu depuis 1968. Ça a mis le pays dans une tension incroyable et près de 2/3 des Français étaient contre la réforme des retraites. Pour autant, le gouvernement d'Elisabeth Borne à l'époque a décidé de se passer de l'avis du Parlement et de l'Assemblée nationale. Nous vous avions prévenu à l'époque qu'il n'y avait pas plus injuste que de mettre un âge de départ à la retraite. Mettre un âge de départ à la retraite, c'est traiter les cadres supérieurs de la même manière que les ouvriers, les employés, c'est traiter tous les métiers de la même manière, qu'ils soient pénibles ou pas pénibles. Ce moment de discussion dans l'Assemblée nationale a été un moment d'une grande violence, disons-le, et d'une grande violence sociale avant tout. Et donc, quand nous sommes appelés à discuter du décalage de cette réforme des retraites, même de quelques mois, même pour une minorité de personnes, alors une majorité de mon groupe a décidé de voter pour la suspension et le décalage de cette réforme. Mais j'ai une question, enfin plus exactement, j'ai deux questions au gouvernement. Comment comptez-vous financer le coût de ce décalage de la réforme des retraites ? Comptez-vous passer par décret ce que nous avons rejeté dans le PLFSS, le doublement des franchises médicales, la mise en place de franchises bucco-dentaires, la réforme des affections longue durée, la réforme des indemnités journalières et des arrêts longue durée, parce que si vous financez la retraite, si vous financez le décalage de la retraite par ces réformes-là, vous faites payer par tous les plus vulnérables de la société, par tous les plus fragiles de la société, un simple décalage de 3 mois, alors même que vous nous demandez pour la première fois et à l'occasion de ce décalage d'inscrire dans les votes de l'Assemblée que nous aurions voté pour les 43 annuités et les 64 ans. Alors je vous pose cette question, messieurs les ministres, messieurs et mesdames les ministres, comment allez-vous financer ce décalage en 2026 et en 2027 ? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur le Président Marc Fesneau pour le groupe démocrate. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Simplement quelques mots pour vous dire que notre groupe va très majoritairement s'abstenir sur le vote sur l'article 45 bis visant à la suspension de la réforme des retraites. Il s'abstiendra, ça a été dit par plusieurs collègues, pour ne pas s'opposer au compromis cherché et souhaité par le gouvernement. Mais le compromis ne peut s'exercer sans vigie et en reniant ce que nous pensons sur le sujet des retraites. Et nous pensons que l'on peut s'abstraire de la réalité des chiffres et que l'on ne peut que s'interroger sur une suspension sans alternative, sans regarder lucidement la réalité, y compris d'ailleurs financière, et sans penser aux plus jeunes générations. La réalité, c'est une démographie qui a changé. 4 actifs pour un retraité à la sortie de la guerre, moins d'1,7 pour 1 aujourd'hui.
La réalité, c'est une espérance de vie qui a augmenté de près de 20 ans depuis 1946. La réalité, c'est seulement 39% des 60-64 ans qui sont en activité, quand en Europe, c'est beaucoup plus. Et donc notre position n'a pas changé. C'était l'objet de la réforme des retraites, de la nécessité de réformer ce système, et c'était l'objet aussi du conclave dont on ne peut que regretter qu'il n'ait pas abouti. Faire accepter cet effort nécessaire par les Français, et reconnaissons-le, ce que nous ne sommes pas parvenus à faire. Et pourtant, il nous faut regarder lucidement les comptes et la réalité de ces comptes. Cette suspension ne résoudra donc pas le mur de nos difficultés. Et c'est cette responsabilité qui demeure, plus que jamais celle de notre groupe, et qui sera celle, tôt ou tard, de chacune de celles et de ceux qui prétendent vouloir exercer des responsabilités dans ce pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai un rappel au règlement de Monsieur Verny. Oui, merci Madame la Présidente. Au titre de l'article 100 sur la bonne tenue de nos débats, Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro? Ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre rappel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez pas compte. Et je vous indique d'ailleurs que sur 2 précédentes interventions, à nouveau qui visaient Madame Rousseau, j'ai prononcé, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, 2 rappels à l'ordre également. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. C'est fini. Invraisemblable. La parole est à Monsieur le Président Paul Christophe pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Pour corriger l'inévitable, on parle de la pyramide des âges. C'est vrai qu'à partir de l'année 2005, le poids des femmes et des hommes à la retraite ayant quitté la production pèsera trop lourd sur les autres âges si on ne prend pas les mesures nécessaires. Ces mots ne sont pas de moi, mais de François Mitterrand, qui, le 15 avril 1988, alors en campagne présidentielle, disait « Le prochain gouvernement devra lui-même s'y attaquer ». Dès lors, nier la question démographique, c'est mentir aux Françaises et aux Français. Notre système par répartition s'est construit avec plus de 4 cotisants pour un retraité. Nous sommes aujourd'hui tombés à 1,7 cotisants par retraité. Ce sera bientôt 1,4. Notre système par répartition finançait à sa création en 1945 en moyenne 5,5 années au bénéfice de chaque retraité. Aujourd'hui, c'est 22,5 années en moyenne. Diviser le nombre de cotisants par 3, multiplier la durée de liquidation par 4 et dire que tout va bien, c'est mentir aux Françaises et aux Français, mentir aux générations futures, mentir à soi-même. Je reste d'ailleurs curieux d'entendre les syndicats, co-gestionnaires de la retraite complémentaire des salariés du privé, et qui, confrontés au même déficit démocratique, avaient décidé d'appliquer en 2019 un malus pendant 3 ans sur les retraites de celles et ceux qui l'a sollicité à 62 ans, rappelons-le, l'âge légal à l'époque. Car dans un pays déjà très endetté, une suspension d'une réforme jugée nécessaire mais pas suffisante, que ce soit par le Conseil d'orientation des retraites ou la Cour des comptes, ne crée pas une 4e voie. Elle ne fait que choisir, en silence, entre augmenter les prélèvements sur les actifs, baisser leur pouvoir d'achat, baisser les pensions et donc baisser le pouvoir d'achat des retraités, ou charger la dette de nos enfants et même de nos petits-enfants. Oui, la question reste pendante. Qui va payer ? Les députés Horizon et indépendants assument d'être parmi ceux qui pensent à l'avenir, aux voies et moyens de réformer durablement notre système. Nous voulons un pays qui produise davantage, qui travaille davantage, qui forme davantage pour financer dignement et durablement notre modèle social. Non par la dette, non en trompant les générations futures, mais par l'effort et le mérite. Pour toutes ces raisons, le groupe Horizon et indépendants
demandera la suppression de l'article 45 bis. Et oui, Madame Le Pen, nous sommes contre la suspension et nous allons assumer un vote contre. La question reste bien entière. Qui va payer, mesdames et messieurs? Merci beaucoup, Monsieur le Président Christophe. La parole est à présent à Monsieur Stéphane Viry pour le groupe LIOT. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. On doit à cet instant de nos débats donner acte au gouvernement de ce qu'il a tenu un de ses engagements. L'article 45 bis, introduit par lettre rectificative, nous invite cet après-midi à suspendre éventuellement la réforme de 2023. Mes chers collègues, est-ce que c'est un objectif en soi, la suspension de cette réforme? Je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce n'est pas un objectif en soi, ce n'est même pas un idéal, c'est un moyen. Un moyen de remettre la question des retraites, de notre système des retraites, son financement, sa justice, au cœur du réacteur et, espérons-le, d'aller au bout des choses. C'est-à-dire de le réformer, bien au-delà d'une simple mesure d'âge légal. Parce que la question des retraites, elle implique objectivement de regarder maintenant son financement compte tenu de la démographie, de poser la question de la capitalisation individuelle obligatoire, de poser la question de la responsabilisation personnelle, de poser la question d'un financement moins impactant sur le travail. Tout cela, ce sont des questions incontournables. C'est un moyen donc de remettre la question des retraites au cœur du système, de la suspendre, de revenir à l'ouvrage, mais c'est aussi, deuxièmement, un moyen de donner un budget à la France, de sortir de la panade, de l'impasse dans laquelle le gouvernement était à la fin du mois de septembre 2025. C'est objectivement, faut-il le dire et le reconnaître, un élément du chemin de compromis proposé. Fort de ces éléments, notre groupe, dans la continuité de ce qu'il propose depuis des mois et des mois, qui veut une conférence et remettre la question totalement à plat, notre groupe votera majoritairement pour la suspension, car c'est à cet instant le seul chemin pour avancer et pour donner un budget à la France. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à présent à Monsieur le Président Stéphane Peu pour le groupe GDR. Merci, Madame la Présidente. On se souvient tous ici de la réforme brutale et injuste de 2023, des immenses mobilisations sociales dans les rues de France, du refus majoritaire des Français, quasiment du refus unanime des Français encore en activité. On se souvient aussi du 49-3, de ce coup de force antidémocratique sans équivalent depuis la négation du vote des Français lors du référendum de 2005 sur le traité européen. On se souvient aussi des élections législatives de 2024 où le refus de la réforme des retraites a pesé lourd dans le vote des Français. Et pourtant, le président, les gouvernements, les médias dominants ont tout fait pour accréditer l'idée que les Français étaient passés à autre chose ou qu'ils avaient tourné la page. C'était sans compter sur l'opiniâtreté des syndicats, des groupes d'opposition de gauche ici qui n'ont jamais lâché l'affaire, jusque d'ailleurs le 5 juin dernier, le vote dans notre niche parlementaire d'une résolution pour l'abrogation de la réforme des retraites. Alors, vous devriez le savoir, il y a un sujet sur lequel on ne peut pas abuser les Français, sur lequel on ne peut pas tromper les Français, c'est bien la réforme des retraites. Or là, s'agissant de ce qui se discute aujourd'hui, il y a une entourloupe. Pourquoi il y a une entourloupe ? J'étais avec quelques-uns ici le 10 octobre dans le bureau du président de la République et j'ai entendu, comme tous ceux qui étaient présents dans ce bureau, le président de la République proposer un décalage de 3 mois payé par les retraités et les assurés sociaux. Je l'ai vécu, ce moment-là, comme une provocation. Et le 14 octobre, ici dans l'hémicycle, j'ai écouté le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale parler cette fois-ci de suspension. Alors je me suis dit, qui a tort, qui a raison, qui ment ou qui essaye de tromper? Et puis je me suis dit, bon, on va regarder le texte. Et le texte, c'est la lettre rectificative qui a été présentée au Conseil des ministres le 23 octobre. Cette lettre rectificative, elle est claire. C'est un décalage de 3 mois. C'est un décalage de 3 mois et rien d'autre. Payé par les assurés sociaux et les retraités. C'est ça qui est le contenu de la lettre rectificative. Donc il y a bien une entourloupe. Parce que quand on parle de suspension, les Français comprennent, et vous avez tous rencontré des gens qui vous l'ont dit, ils comprennent qu'en l'état actuel de la réforme Borne, 62 ans et 9 mois et 170 trimestres, on suspend, et on suspend pour toutes les générations qui viennent. Pour toutes les générations. On bloque la réforme. C'est ça une suspension en bon français. Là, c'est un décalage payé par les Français. Alors je dirais
à Madame Le Pen, nous on est constants. Nous on a voté l'abrogation de la réforme des retraites. On est les seuls à avoir permis un vote dans cet hémicycle. Alors, on ne se satisfera pas d'une entourloupe, on ne trompera pas les Français, on ne votera pas un décalage de 3 mois qui, par ailleurs, entérine la retraite à 64 ans. Merci, Monsieur le Président Peu. Et pour terminer, Monsieur Philippe Bonnecarrère, vous avez la parole, Monsieur le député. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans la vie, oui, merci. Dans la vie, la responsabilité doit être partagée, collective. Nous demander de suspendre cet après-midi la réforme des retraites est un mauvais service rendu au pays. Avec un taux d'activité des seniors toujours insuffisant, une espérance de vie qui, heureusement, continue à s'allonger, une natalité en forte baisse, notre régime de retraite n'est pas à l'équilibre et le sera encore moins avec la suspension de la réforme. J'observe d'ailleurs que les groupes qui demandent le plus fortement cette suspension se gardent bien de déposer des amendements pour expliquer comment une réforme de retraite pourrait être proposée demain à nos concitoyens. Le groupe socialiste ne nous laisse pas d'autre choix que soit de renoncer à une réforme impopulaire mais nécessaire, soit une troisième censure, une nouvelle période d'instabilité, le retour aux joies qui ont fait mourir la 4e République. Je ne ferai jamais, mes chers collègues, la politique du pire et, à regret, approuverai la suspension d'une réforme que j'assume d'avoir votée. Mais je dis à ceux qui vont applaudir tout à l'heure cette suspension qu'ils ne peuvent pas refuser de voter des économies, qu'ils ne peuvent pas refuser de favoriser la création de richesses pour notre pays. Économie n'est pas un gros mot et nos concitoyens le connaissent bien. Et cette responsabilité collective que j'appelle de mes vœux ne doit pas être limitée au PLFSS. Elle doit aussi être un tout. Elle doit aussi concerner demain le PLF, le budget. Hier, nous étions collectivement devant nos monuments aux morts dans un devoir de mémoire. Ne pas voter demain le PLF voudrait dire une loi financière spéciale avec 7 milliards d'euros en moins pour notre défense, pour nos soldats. La France en a besoin. Et les leçons dramatiques de l'histoire ne s'arrêtent pas le 11 novembre à minuit. Si vous nous demandez, mes chers collègues, de suspendre la réforme des retraites, prenez votre part de la responsabilité collective dans les votes à venir. Le compromis ne peut pas être à sens unique. Il ne peut pas être exclusif au Parlement. De la même manière qu'un minimum de consensus doit aussi exister au sein de notre pays, et c'est une des leçons que l'on doit garder d'une réforme des retraites qui va être suspendue. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je vais donner la parole à Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, quand je vous entends et quand je vois la qualité du débat qui s'amorce, vous avez bien fait de voter la loi de recettes. Ça permet d'avoir ce débat, ça en valait la peine. Je crois que les Français et les Françaises y seront attentifs. Je rappelle aussi qu'ils sont 3,5 millions à attendre le résultat de ce vote. Donc il a beaucoup d'importance et nous serons tous beaucoup regardés. Depuis 10 jours, je suis au banc, j'apprends le métier. J'ai pu mesurer votre capacité à trouver des majorités pour approuver, refuser, modifier, proposer, voter ce que sera demain la loi de finances de la sécurité sociale pour l'année prochaine. Au fond, le pari du débat fonctionne. Je voulais le souligner. Le Premier ministre a été rappelé, s'est engagé solennellement à ce que cette suspension soit discutée et soumise au vote. C'est ce que vous allez faire dans un instant. L'engagement a été tenu. Alors, qu'est-ce que c'est cette suspension ? Il faut être clair. Cette suspension, factuellement, c'est ni une abrogation, ça a été d'ailleurs souligné, ni le déploiement initial de la réforme, puisqu'elle suspend tous les paramètres jusqu'au 1er janvier 2028. Pourquoi suspendre cette réforme ? Je commencerai par le dialogue social. Je pense que les partenaires sociaux nous ont montré la voie. Ils sont prêts, dans le cadre de la convention travail-retraite que j'ai lancée le 4 novembre dernier, à travailler sur ces sujets, en commençant par le travail. Je pense que le travail est certainement le grand oublié des deux réformes précédentes. Ce qui se passe pendant 40 ans, 42 ans de vie au travail conditionne la retraite, l'acceptation de la retraite, les ententes par rapport à la retraite.
Deuxièmement, le débat démocratique, il s'amorce aujourd'hui. Certains partis ont déjà apporté leur pierre à l'édifice par des contributions. Ça mérite du temps et du débat et de la respiration démocratique. Et on voit bien que les retraites seront certainement au cœur de la campagne présidentielle qui se dessine. Ça en vaut la peine, tellement ce sujet est central. Enfin, et c'est peut-être aussi un argument qu'il faut rappeler, 61% des Français souhaitent la stabilité et on sait que cette suspension est un élément nécessaire de la stabilité. Je crois qu'on en a besoin. Il faut proposer un budget aux Français. Il faut que le gouvernement travaille. Vous d'ailleurs, plusieurs d'entre vous m'ont tendu des perches pour travailler sur les accidents du travail, les conditions du travail, l'égalité femmes-hommes. Les sujets sont nombreux. L'emploi des seniors, l'emploi des femmes. Il faut nous laisser travailler, j'allais dire. Et comme ça, nous pourrons avancer. Le gouvernement a déposé donc un amendement ce matin pour préciser l'amendement d'extension du périmètre et pour revenir en fait au cadre de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ce travail a été fait. Il rajoute les départs anticipés, notamment les carrières longues et les catégories actives et superactives de la fonction publique. Quand on pense aux policiers, quand on pense aux pompiers professionnels, quand on pense aux égoutiers et par ailleurs les infirmières, je pense que c'est une bonne idée d'étendre à ces catégories d'emplois difficiles, rigoureux, exigeants de la fonction publique, des dispositifs d'assouplissement de leur retraite. Je le redis, le temps de la suspension est un temps qui doit être utile au dialogue social, au débat démocratique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, nous allons pouvoir examiner maintenant les amendements de suppression de l'article. J'ai un amendement, le 653, qui le défend. Allez-y, mon cher collègue. Alors, un micro. C'est une censure. C'est pas le genre de la maison. Allez-y. Merci Madame la Présidente. C'est donc un amendement de suppression de l'article. Le groupe Horizon et Indépendants s'oppose à la suspension des retraites car nous considérons que c'est une ineptie budgétaire. Alors tout à l'heure, Madame Rousseau nous a indiqué avec beaucoup de dynamisme, elle pose une question en nous disant « Mais qui va payer ?» En réalité, maintenant, tous les Français savent qui va payer. Qui va payer, c'est précisément tous les Français, des plus jeunes aux plus vieux. C'est l'augmentation des mutuelles, c'est la taxation de l'épargne des Français les plus jeunes comme les plus modestes, via l'augmentation de la CSG sur les livrets A, sur les PEA, sur les PEL, sur les PER. C'est l'augmentation demain de la pension des retraites. C'est une ineptie budgétaire parce que c'est une injustice sociale profonde. Tous les Français vont devoir payer votre inconséquence. C'est ça la réalité. Par conséquent, nous souhaitons d'abord remettre les comptes de la nation en ordre pour donner une belle perspective à l'ensemble du pays, respecter sa souveraineté et faire en sorte que, enfin, nous puissions voir l'avenir dans de meilleures conditions. Cette suspension des retraites est une hérésie budgétaire, c'est une hérésie sociale et les Français, s'il était adopté, la payeront très cher. Alors tous ceux qui ont souhaité tout à l'heure et se sont exprimés contre la suspension des retraites, je vous invite à voter cet amendement de suppression de l'article. Merci. Merci, Monsieur Berrios. Le 910, Madame Gruet. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, il s'agit là de mettre en pause une réforme indigeste pour notre société, mais nécessaire à minima pour l'avenir du système par répartition des retraites. Sur le principe, il peut être tentant de revenir sur un point de fracture datant désormais de 2 ans et demi. On a assisté tout à l'heure à un discours d'hypocrisie de Madame Le Pen qui s'attaque à la position du PS alors qu'elle-même va voter ce deal, souhaitant l'abrogation, à l'inverse de ses nouveaux amis Ciotti. Mais finalement, est-ce responsable, est-ce raisonnable, est-ce juste de suspendre une réforme sans alternative de pérennisation financière ? Mais comme ajouter des taxes supplémentaires ne vous dérange pas, je vous rappelle que RN et LFI ont voté plus de 34 milliards ces dernières semaines. Vous proposez donc de financer la retraite de nos concitoyens, notamment avec une hausse de la CSG sur tous les petits épargnants. Alors oui, nous assumons ici de défendre un discours de vérité. Les Français en ont besoin, tout comme ils ont besoin d'être rassurés.
J'aurais donc plusieurs questions, Madame, Monsieur les ministres. Combien coûte cette suspension après 2027, au-delà de 2026 et 2027? Comment pourrions-nous être plus nombreux à travailler plutôt que de demander toujours plus à ceux qui travaillent? Et enfin, comment remettre au cœur de notre système la liberté pour que chacun en conscience puisse choisir la trajectoire de sa carrière? Vous l'aurez compris, il s'agit donc là de s'opposer à cette suspension sans alternative crédible. Et je pense que les débats seront ouverts en 2027. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Et j'ai un amendement aussi de suppression, le 956 de Monsieur Olive. Allez-y, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, je veux exprimer un malaise, celui d'entériner la suspension de la réforme des retraites, une décision qui coûtera 300 millions d'euros dès 2026 et 1,9 milliard en 2027, alors que nous cherchons 40 milliards cette année pour combler notre déficit. Je comprends et je partage l'objectif du Premier ministre et je salue son courage et son honnêteté. Il est impératif de doter la France d'un budget, mais la note est salée. Oui, la réforme de 2023 était perfectible sur les carrières longues, les retraites des femmes, les carrières pénibles. Sans elle, le déficit de notre système de retraite atteindrait 14 milliards en 2030 et 21 milliards en 2035. Et rappelons-le, l'âge de départ est de 66 ans en Allemagne, 67 ans en Italie. À 64 ans, la France reste le pays d'Europe où l'on parle plus tôt. 3 leviers seulement existent. Reculer l'âge de départ, allonger la durée de cotisation ou baisser les pensions. Alors, à ceux qui souhaitent une suspension de la réforme des retraites, disons-le clairement, assumons de fragiliser notre système par répartition, assumons de vouloir baisser les pensions de nos retraités. Pour toutes ces raisons, sans renier mes convictions, ni celles des habitants de la 12e circonscription des Yvelines, mais parce que la France a besoin d'un budget, que les Français veulent de la stabilité politique, parce que le pays est plus important que les partis. En responsabilité, je ne prendrai pas part au vote. Merci beaucoup, Monsieur le député. Allez, quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure? S'il vous plaît, un peu de silence. Chers collègues, nous en venons enfin à l'article 45 bis relatif à la suspension de la réforme des retraites. Vous êtes nombreux ici à vouloir en débattre, alors je ne comprends pas ces amendements de suppression. Et contrairement à ce qui a été dit, il n'y a aucune entourloupe dans cet article. Dans sa rédaction actuelle, l'article comporte déjà plusieurs mesures importantes. Allez, s'il vous plaît, un peu de silence, c'est un débat important, j'aimerais qu'on s'écoute. Comme j'essayais de vous le dire, cet article comporte déjà plusieurs mesures importantes puisqu'il permet de geler l'âge de départ de la retraite à 62 ans et 9 mois pour la génération 64. Il gèle également la durée d'assurance requise pour un départ au taux plein à son niveau actuel, c'est-à-dire 170 trimestres. Ça permettrait nettement d'améliorer la pension de retraite des assurés pour les générations 64 et 65. C'est une première avancée. Je l'avais toutefois dit en commission, ce n'est qu'une étape, car l'article tel qu'il est présenté à ce stade ne matérialise pas complètement l'engagement qui a été pris par le Premier ministre devant notre Assemblée. En effet, il ne s'appliquait pas aux carrières longues, ni aux assurés de Saint-Pierre-et-Miquelon, ni aux assurés qui sont nés au premier trimestre 65. Et donc, j'avais alerté en commission sur ces insuffisances. Et l'amendement du gouvernement qui viendra, dont le ministre a parlé, viendra combler les trous dans la raquette. Nous allons l'examiner juste après. Aussi, il n'est pas nécessaire de supprimer cet article puisque l'amendement viendra l'enrichir et le compléter. Mais je tenais quand même à anticiper un petit peu pour donner tous les éléments du débat sur ces amendements de suppression. L'amendement du gouvernement qui viendra élargit la suspension à 3 égards. Il étend la suspension aux assurés qui sont éligibles au dispositif de départ anticipé pour carrière longue et aux catégories actives et super actives de la fonction publique. C'est-à-dire, et j'aimerais un peu d'attention sur ce fait, les égoutiers, les sapeurs-pompiers, les aides-soignantes, les policiers, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et tant d'autres de nos concitoyens qui ont commencé à travailler tôt ou qui exercent un métier pénible. Et ça, ce n'est pas rien. Il élargit également la suspension aux assurés qui sont nés au premier trimestre 1965.
Et je cite les propos tenus par le Premier ministre dans cet hémicycle: « Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'au 1er janvier 2028. » Alors respecter cet engagement impliquait de permettre aux assurés qui sont nés entre le 1er janvier et le 31 mars 65 un départ à 62 ans et 9 mois afin qu'ils puissent partir au dernier trimestre de l'année 2027. C'est chose faite. Enfin, il intègre la suspension de nos concitoyens qui sont affiliés au régime de retraite de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dont rien, il est vrai, ne justifiait qu'ils en soient exclus. Le dépôt donc de cet amendement est une juste reconnaissance pour tous les assurés que je viens de citer. Dans sa rédaction actuelle, la suspension devait induire des dépenses modestes de 100 millions d'euros en 2026 et de 1,4 milliard en 2027. L'amendement du gouvernement conduira donc des dépenses supplémentaires, environ 200 millions d'euros en 2026, soit 500 millions en 2027 en plus, donc 1,9 milliard pour l'année 2027. Et je rappelle, puisque certains se questionnent ici du financement de cette suspension, qu'un amendement qui a été adopté sur la CSG patrimoine rapporte à lui seul 2,8 milliards d'euros de recettes supplémentaires par an, ce qui permet largement, très largement, de couvrir ces coûts supplémentaires dans l'attente d'un vrai débat sur l'avenir du système et ses modalités de financement. Par ailleurs, je l'ai dit en commission et je le redis ici, contrairement à ce que certains veulent laisser croire, cette suspension ne vaut pas acceptation de la réforme de 2023. Depuis deux ans maintenant, tous les groupes de gauche à cette Assemblée ont tenté de remettre ce débat à l'ordre du jour. Dans les niches, dans des suspensions. Et après de nombreuses heures de débat, jamais nous y sommes arrivés. Seul le groupe GDR, dans sa résolution de juin, a permis d'acter la volonté d'abroger la réforme des retraites de 2023. Et cette suspension, dans sa version intégrale, au contraire d'une acceptation de la retraite à 64 ans, est une première étape, et je le redis ici, c'est une première étape avant le débat sur l'abrogation qui aura lieu en 2027. Cet article, chers collègues députés, a deux vertus, alors ne le supprimons pas. La première vertu, c'est le débat, et il est riche. La deuxième, c'est une avancée concrète pour des millions de nos concitoyens. Une manière aussi de panser les plaies de la blessure démocratique que fut le 49.3 sur cette réforme des retraites. Ces amendements de suppression ont été rejetés par la Commission et bien sûr, je vous invite à y donner un avis défavorable. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, puis Monsieur le Président de Commission. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, il faut revenir aux arguments de fond de pourquoi la suspension vue du gouvernement. Alors, je vais le faire à l'envers par rapport à mon premier propos. Le premier élément, c'est la stabilité. On a besoin de stabilité dans ce pays, c'est pas que Jean-Pierre Farandou qui le dit, 61% des Français le demandent. Je pense que quand vous discutez avec les Françaises, les Français, un peu de stabilité dans ce gouvernement, la capacité à avancer, la capacité à fabriquer un budget, de la sécurité sociale, de l'État français, de se mettre au travail, ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. Ça vaut des compromis, ça vaut des consensus, ça vaut des convergences. Deuxièmement, ce temps de respiration, on en a besoin. Le sujet est important, on voit bien que le débat est riche et assez vif. Il n'y a pas des visions encore complètement alignées, c'est le moins qu'on puisse dire, sur qu'est-ce que doit être le système de retraite dans notre pays. Il faut un consensus. Sur un sujet comme ça, c'est compliqué de passer en force. On a besoin que les Françaises et les Français se retrouvent dans la manière dont les retraites seront construites. Donc il faut du temps. Il faut du temps pour le débat. On a besoin de temps et on voit bien que les quelques mois qu'on a devant nous pourront être mis à profit pour préparer les arguments des uns et des autres, des propositions des uns et des autres, des options des uns et des autres, le financement proposé par les uns et par les autres, et ça va se retrouver gentiment dans le débat sur la présidentielle. Et c'est important, parce que si le social pouvait être au cœur de la présidentielle, ça serait une bonne chose. J'en serais ravi. J'en serais ravi. On pourrait parler aussi du financement de la sécurité sociale d'ailleurs, qui est un autre sujet. Le troisième point, c'est le dialogue social. On a des partenaires sociaux dans ce pays qui sont d'accord pour reprendre le problème en partant du travail et de l'emploi. C'est ça qu'il faut entendre. Et je suis convaincu que c'est la clé pour trouver une solution. Et s'ils y arrivaient, et si les partenaires sociaux arrivaient à converger, ça serait la meilleure des choses. Si la solution venait des partenaires sociaux, et on a une chance d'y arriver, il faut donner cette chance aux partenaires sociaux. J'ai confiance dans leur sagacité,
J'ai confiance dans la capacité à converger. Donc vous comprendrez, dans ces conditions, je suis défavorable à cet article de suspension. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le président de commission. Oui, merci Madame la Présidente. Un mot dans ce débat pour peut-être parler d'un sujet qui est pour l'instant un angle mort des interventions qui ont eu lieu jusqu'à présent. C'est le déficit de nos comptes sociaux. Et le déficit de nos comptes sociaux, au final, va en prendre un coup au terme de la discussion qui avance. Et il faut aussi en parler. Je rappelle que ce déficit qui a été jugé hors de contrôle par le président de la Cour des comptes s'élèvera à la fin de l'année à 23 milliards d'euros. Qu'initialement, le gouvernement, dans sa copie initiale, visait une réduction à 17 milliards d'euros. Et que, tel que nous avançons dans le vote, et c'est malheureusement pas le sens des votes que nous allons avoir dans les prochaines minutes, ce déficit s'aggrave et il est aux alentours estimé aux alentours de 20 milliards d'euros. Peut-être que le gouvernement pourrait nous dire où il en est dans ce décompte des mesures que nous votons. Parce que justement, ont été votées un certain nombre de dépenses nouvelles, des recettes ont été supprimées. Je pense à ce milliard qui était prévu de la contribution des mutuelles qui avait déjà été perçu sur le dos des Français et que notre Assemblée n'a pas voulu se voir rembourser par le monde des mutuelles. 1 milliard en moins, il y en a d'autres. Et puis des non-dépenses ont été aggravées. On parlera tout à l'heure, j'imagine, de l'article 44 et de la fin de l'année blanche telle qu'elle a été prévue. Tout cela, c'est bien gentil. Mais on vient fragiliser nos comptes sociaux, on vient augmenter la dette sociale. Est-ce que tout le monde en a effectivement parfaitement conscience? Et j'aimerais que cette dette sociale soit un peu plus évoquée dans les débats qui ont lieu ici dans cet hémicycle. Alors, au-delà, et là je rejoins la position de mon groupe, au-delà de l'aberration économique que représente la mesure qui est aujourd'hui soumise au vote, et je rejoins le président Peu, qui est un décalage et pas une suspension. Merci d'appeler un chat. Ce décalage de la réforme de retraite a un coût pour les finances publiques qui est réel. C'est une fragilisation de nos comptes sociaux et c'est regrettable. Et c'est effectivement un renoncement au nom de la stabilité. Moi, j'y vois plutôt effectivement un reniement. Et c'est pour ça que je voterai les amendements de suppression. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, j'ai un certain nombre de demandes de prise de parole. Monsieur Sansu pour le groupe GDR. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais remercier le Président Valletoux pour son honnêteté. Ce n'est pas une suspension, c'est un décalage. Si nous avions opéré une suspension, nous aurions changé l'âge de départ à la retraite sur l'article L161-17-2 du Code de la Sécurité sociale. Tout simplement, nous aurions remplacé 64 ans par 62 ans et 9 mois. Et là, c'eût été une suspension jusqu'à l'élection présidentielle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un décalage qui fait gagner 3 mois aux générations nées entre 64 et 68, 3 mois, donc un départ 3 mois anticipé. Mais pour toutes les générations nées en 69 et après, nous avaliserons le départ à 64 ans à la retraite. Quelque chose que toute la gauche, tous les syndicats, 90% des salariés ont refusé. Or, quand vous voyez l'article, il est très simple. L'article L161-17-2 du Code de la Sécurité sociale est ainsi modifié. Au premier alinéa, l'année 68 est remplacée par l'année 69. Ça veut dire que nous acceptons le départ à la retraite à 64 ans. Et ça, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui est antinomique avec le nouveau Front populaire. Je le dis à tous mes camarades, à tous mes collègues, on ne peut pas accepter cela. Et enfin, il y a quand même le financement de ces mesures. Parce qu'aujourd'hui, on parle en disant il faut faire ce décalage. Mais franchement, si c'est payé par les retraités, puisque c'est ça au départ, et qu'ensuite, ce sont les gens nés en 69 qui paieront aussi, ça veut dire qu'on fait plaisir à quelques personnes entre 64 et 68 et on le fait payer à tous les autres. Ce n'est pas acceptable. Merci beaucoup. Je voudrais m'excuser auprès du rapporteur général à qui j'ai omis de donner la parole. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Pas de souci, Madame la Présidente. Comme je l'ai fait sur l'ensemble des articles,
je vais rappeler quand même les impacts de ce qu'on vote. Je crois que c'est important, Monsieur le Ministre, vous avez donné la justification politique de la stabilité, mais je crois qu'il faut qu'on soit aussi éclairé sur ce qu'on va voter avec cet article 45 bis et surtout avec l'amendement gouvernemental qui vient compléter. Il y a deux questions. Quel est le coût de cet article 45 bis? Le coût pour 2025, il est de 300 millions avec l'amendement gouvernemental et il est d'1,9 milliard d'euros pour 2027. J'ai une autre question. Et après, combien ça coûte 2028, 29, 30 parce qu'on voit bien qu'à travers cette suspension, qui est en fait un décalage de la réforme pour tenir une forme de trajectoire, on a un impact sur les finances de nos régimes de retraite, mais aussi, on a aussi un impact sur nos finances sociales. Parce que quand on cotise pas que pour la branche retraite, on cotise aussi pour les autres branches, et notamment la branche maladie. Et on voit bien que quand on veut financer nos services publics de santé, on en a tant besoin. Et puis il y a un impact aussi sur les finances publiques au sens large, parce qu'il y a un impact, Madame la Ministre, vous me direz si je me trompe, sur l'impôt sur le revenu, puisque souvent quand on arrive à la retraite, on perd un peu de revenus par rapport à quand on était en situation de travail. Donc il y a un impact sur le coût. Et puis après, il y a la question comment on le finance. On est tous d'accord ici pour dire c'est pas en augmentant les taxes sur les mutuelles. On est tous d'accord ici, en tout cas à mon avis on l'exprimera tout à l'heure, pour dire c'est pas en sous-indexant les retraites. Je pense aussi, et les Français ne sont pas dupes, que ce n'est pas en augmentant la fiscalité sur l'épargne populaire de ceux qui ont bossé et de ceux qui bossent qu'on va résoudre structurellement le problème des retraites. Ça peut être une rustine à court terme, mais cette rustine ne peut pas servir pour financer plusieurs choses. Le dégel des pensions et prestations sociales, le décalage de la réforme des retraites et toutes les autres mesures qu'on a voulu éviter toute la semaine dernière. Et en fait, tout reste à écrire, tout reste à solutionner. Peu importe le vote, qu'on soit pour ou qu'on soit contre cette suspension, on a tout à régler si demain on veut sauver notre système par répartition. Et il y a deux vecteurs. Le taux de renouvellement des générations, ça c'est à long terme, et puis le taux d'emploi. Et je pense que le grand chantier que nous avons devant nous, c'est le taux d'emploi, Monsieur le Ministre. Parce que si on ne résout pas et si on n'améliore pas le taux d'emploi, on ne sauvera pas notre système de protection sociale. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. Je continue les prises de parole. Madame la Ministre, si vous le souhaitez. Et après, je prends une prise de parole par groupe et après, on vote. Merci, Madame la Présidente. Bon, pour continuer à éclairer les débats, parce que je pense que les points soulevés par le rapporteur général méritent un certain nombre à la fois de compléments ou d'éléments supplémentaires. Bon, je pense qu'il y a eu un moment quand même très important démocratiquement dans notre pays, qui a été le rapport de la Cour des comptes, qui a remis à plat l'ensemble des éléments de chiffrage. C'était un moment, je pense, utile, il y a quelques mois, pour que tout le monde comprenne bien les enjeux. Et je voulais abonder dans le sens du rapporteur général pour dire que si nous avions, ou si certains veulent abroger la réforme, l'abrogation pure et simple de la réforme, c'est 13 milliards d'euros de moins pour les finances publiques en 2035, pas seulement sur le coût pour le système des retraites, mais pour l'économie en général, du fait des enjeux de taux d'emploi, de financement de la sécurité sociale et de financement par l'impôt sur le revenu. Le deuxième élément que je voulais verser au débat, parce qu'il n'a pas été cité pour le moment, c'est que nous ne savons pas collectivement ce que les Français concernés par cette suspension vont faire. Ils ont deux choix. Soit ils partent un trimestre plus tôt avec le même niveau de pension que ce qu'ils imaginaient, soit ils vont travailler un trimestre comme c'était prévu dans leur propre calendrier personnel et ils auront donc une bonification de retraite. Ce que je veux dire, c'est que les scénarios de chiffrage pour les finances publiques sont difficiles à faire. C'est pour ça qu'on doit les prendre avec une forme de prudence, parce qu'il y a deux solutions, je le redis. Soit les personnes partiront 3 mois avant avec la même retraite, soit elles partiront comme c'était le cas jusqu'à cette suspension, soit éventuellement votée, et auquel cas elles auront une pension légèrement supérieure, voire significativement supérieure, si elles passent de la décote au taux plein, voire d'une situation de taux plein à une situation de surcote. Je veux verser ce point au débat parce que sinon, dans quelques mois, dans quelques années, quand certains voudront évaluer le coût effectif de cette réforme, eh bien cet élément n'aura pas été pris en compte.
Et donc, ce qui est vrai, monsieur le rapporteur général, c'est que l'estimation faite par le gouvernement est celle sur le système des retraites. Je rappelle qu'il nous faut toujours ne pas oublier qu'un travailleur, il cotise certes pour la retraite, mais il finance l'ensemble de notre protection sociale. Il a par ailleurs une activité qui, en général, est mieux rémunérée quand il est en activité qu'en retraite. Et c'est ce point-là sur lequel je voulais insister. Et c'est ce point-là sur lequel la Cour des comptes a rappelé que l'abrogation, c'est 13 milliards d'euros en 2035. Et donc, il était utile que je le rappelle ici. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Donc, je vous indique que sur les amendements de suppression 653 identiques, je suis saisie de demandes de scrutin public du Rassemblement national, des socialistes apparentés, de Horizon et de Liberté indépendants Outre-mer et Territoires que je vais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. On continue les prises de parole pour le Rassemblement national. J'avais Monsieur Ménager. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, le groupe Rassemblement national s'opposera naturellement à ces amendements de suppression. Comme Marine Le Pen vient de le rappeler, nous sommes cohérents. Nous votons dans le sens de l'intérêt général, dans le sens des Français, pas dans celui des petits calculs d'appareil. Les macronistes qui étaient favorables à la réforme des retraites il y a 2 ans vont pourtant, pour certains, aujourd'hui voter sa suspension. D'autres à gauche l'a dénoncé hier et vont voter ces amendements pour empêcher cette suspension et priver les Français de 3 mois de retraite en plus. Ironie du sort, enfin, car ceux qui crient aujourd'hui contre la réforme sont les mêmes qui l'ont initiée. Qui a allongé la durée de cotisation à 43 annuités? Les socialistes, avec la réforme Touraine, sous François Hollande, ici présent. Et le premier à lever la main à l'époque, c'était vous, monsieur Olivier Faure. Les Français voient vos contorsions, vos reniements, vos calculs, tout ça pour sauver vos sièges. Souvenez-vous, le 31 octobre 2024, lors de la niche parlementaire du Rassemblement national, on aurait pu abroger purement et simplement les 64 ans. Mais vous, les sociotraîtres de gauche, avez préféré voter contre vos propres promesses de campagne plutôt que d'admettre que le Rassemblement national avait raison. Nous ne faisons pas la politique du pire. Quand une mesure va dans le bon sens, même si elle ne vient pas de nous, nous la soutenons. Parce que chaque trimestre rendu aux Français compte. Et pour financer une réforme juste, nous assumons de lever les vrais tabous. L'immigration, la gabegie, la fraude. C'est là que se trouvent les milliards qu'il nous manque pour les retraites, pas dans la poche de ceux qui travaillent dans notre pays. Les Français ne sont pas dupes. Ils savent qui agit pour eux et qui agit pour soi-même. Le seul bloc sincère, c'est celui du Rassemblement national. Parce que nous ne jouons pas avec la retraite des Français, nous la défendons. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Clouet pour la France insoumise. Merci Madame la Présidente. Alors, on connaissait le parti de la retraite à 64 ans, ils sont là, et on découvre avec des amendements le parti de la retraite à 65, 66, 67, 68 ans. Car ces amendements de suppression n'ont qu'une seule signification. Ils sont portés par celles et ceux qui souhaitent qu'aucun ouvrier et aucun employé n'arrive jamais à l'âge de la retraite et qui veulent les décaler dans une logique qui est une logique de mort. Oui, nous l'assumons et nous le disons ici. Mais ce que vous avez en commun, c'est d'avoir voté contre tous les amendements depuis une semaine qui mettaient de l'argent dans la caisse. Même lorsqu'on a proposé une cotisation sur les gens payés plus de 10 000 € par mois, vous avez refusé de le voter pour les protéger. Normal, vous déjeunez ensemble. Alors, nous nous posons effectivement quelques questions dans ce front commun de celles et ceux qui veulent obliger les gens à partir au moins à 64 ans à la retraite. Qui est censé payer ce décalage? Qui? On ne le comprend toujours pas. On entend un ministre un jour nous dire « Nous gèlerons les pensions de retraite et donc les retraités d'aujourd'hui payeront ce décalage ». On entend une autre ministre nous dire « Non, pas du tout. Ce seront les franchises médicales qui payeront. Donc tous les malades du pays paieraient un décalage de l'âge de la retraite. » Et puis encore un autre qui surgit comme ça, ne sachant pas quoi faire, nous disant « Mais non, ce seront les affections longue durée, donc les malades chroniques qui payeront pour le décalage de l'âge de départ à la retraite. » Dans tous les cas, les gens partiront à 64 ans. Ça, c'est le résultat global. La question est de savoir à qui comptez-vous faire les poches, en plus et sous ce prétexte. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Prisca Thévenot pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Le groupe Ensemble pour la République s'abstiendra sur ces amendements de suppression comme sur l'ensemble de l'article, comme cela a été rappelé par Gabriel Attal.
Parce que pour nous, il ne s'agit pas de refaire les débats qui ont eu lieu en 2023. Il s'agit plutôt de regarder de l'avant et de se dire que oui, les jeux sont faits et donc il nous faut aujourd'hui travailler à un nouveau système, un système complètement refondé, tel que l'a rappelé notre président de groupe tout à l'heure. Mais sur certains débats de 2023, je tiens à souligner ici qu'il y a certains mots, certains discours de franchise qui ont manqué. Je le dis avec beaucoup de respect et d'indulgence vis-à-vis de mes collègues les Républicains. Madame Gruet, je vous ai entendu défendre avec beaucoup de verbe cette réforme des retraites. Malheureusement, si nous en sommes là aussi aujourd'hui, c'est un peu à cause des LR d'hier. Parce qu'en 2023, vos voix nous ont manqué. Non seulement elles nous ont manqué pour faire valoir cette réforme que vous aviez pourtant défendue en 2022, mais elles nous ont manqué aussi pour la voter, d'où la nécessité de passer en 49.3. Et pire que ça, vous aviez voulu nous punir d'avoir fait voter cette loi en 49.3 en votant la censure, notamment vous. Alors j'espère que demain, enfin, nous pourrons discuter du fond et travailler à un nouveau système de retraite que notre pays attend tant. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Pradier. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les ministres. Nous avons tous le souvenir assez précis, pour ceux qui étions là, des débats âpres que nous avons eus lors de la réforme des retraites Borne. Et quelles que soient les positions que nous ayons eues les uns et les autres, je pense que nous pouvons au moins avoir le respect d'être allés au bout des convictions qui ont pu nous animer, que nous soyons à l'époque favorables ou hostiles à la réforme des retraites. Et pour ma part, Madame la députée, je ne regrette pas que ma voix vous ait manqué à l'époque. Vous avez eu d'autres voix en soutien, notamment celle de Monsieur Ciotti, qui n'a pas manqué à courir au secours de Madame Borne à l'époque. Chacun défend ses convictions avec la constance qu'il entend. Pour le reste, Monsieur le ministre, je voudrais vous dire que j'ai pour ma part deux problèmes. Le premier, c'est qu'il me semble que nous avons dans le chemin qui nous conduit à ce nouveau débat sur la réforme des retraites un vice. Au fond, nous savons tous que ce qui nous conduit à rediscuter aujourd'hui de la réforme des retraites, ce n'est pas la pérennité du système, c'est la survie d'un gouvernement. Et toute la question est là. Est-ce que la survie politique d'un gouvernement, est-ce que toutes les négociations, tous les pactes et tous les deals peuvent effacer les grands débats que nous devons avoir, notamment sur la réforme des retraites? À mon sens, c'est le premier vice de ce débat. Ma seconde inquiétude, c'est la tromperie. Nous pouvons avoir toutes les discussions que nous voulons, mais sur un sujet aussi essentiel que les retraites, qui, dans la vie de nos concitoyens, est absolument majeur, qui les a animés durant de longs mois et de longues années, qui fait partie de la manière dont ils vont organiser leur vie à l'avenir. Nous n'avons pas le droit à 1 millimètre de tromperie. Et c'est la raison pour laquelle, s'il s'agit seulement d'un décalage, il faut bien dire qu'il s'agit seulement d'un décalage. Et ce n'est pas un débat accessoire. S'il s'agit de faire payer à d'autres la suspension ou le décalage de la réforme des retraites, nous devons le dire clairement parce qu'il n'est pas question de tromperie. Et enfin, nous aurons l'occasion d'y revenir. Sur les carrières longues notamment, il faut être très très clair. S'assurer que tous en bénéficient et que personne ne soit trompé parce que nous n'avons pas le droit de tromper les Français. Merci, Monsieur le député. Pour le groupe socialiste, Monsieur Gage. Merci, Madame la Présidente. Au moment de se prononcer sur cette suspension, une seule question doit nous animer. Une seule question doit nous animer. Est-ce que nos concitoyens vont bénéficier du vote que nous allons faire dans un instant? Est-ce qu'en 2026 et en 2027, ceux qui étaient pénalisés par la réforme de Borne vont pouvoir bénéficier de cette suspension? Et la réponse, mes chers collègues, par honnêteté, c'est oui. Des centaines de milliers de nos concitoyens, des millions de nos concitoyens vont bénéficier dans la plénitude de cette suspension, qu'il s'agisse des carrières longues, qu'il s'agisse de 62 ans et 9 mois, qu'il s'agisse de 170 trimestres, qu'il s'agisse des actifs et des superactifs. Alors j'entends sur plusieurs bancs l'inquiétude selon laquelle ce vote vaudrait validation ad vitam aeternam de cette réforme. Mais mes chers collègues,
À quel point doutez-vous de votre propre capacité à convaincre les Français en 2027, puisque c'est le grand rendez-vous démocratique de 2027 qui permettra de trancher ce débat. Ce débat a fracturé le pays. Ce que nous avons obtenu, c'est une suspension de l'application de cette réforme et de rouvrir le débat, de faire de la présidentielle de 2027 la question sociale, la question du travail, la question du financement de la protection sociale, la question des retraites au cœur du débat démocratique. Nous devrions tous en être satisfaits. Et je termine, mes chers collègues, quand j'entends des syndicats réformistes nous inviter à voter cette suspension parce que, je cite, comme l'a écrit la CFDT, elle exprime l'attention que nous portons au monde du travail. Nous devrions avoir chevillé au corps cette invitation à être attentifs à ce que le monde du travail attend de nous. Suspendons pour mieux réformer le système des retraites et le faire dans le cadre du débat démocratique. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Ruffin pour le groupe écologiste et social. Oui, merci Madame la Présidente. Nous voterons contre ces amendements de suppression. Cette retraite à 64 ans, c'est la grave faute d'Emmanuel Macron, qui, comme président de la République, était responsable de l'unité de la nation et qui, à la place, l'a déchirée en imposant cette réforme seule contre tous, seule contre 8 salariés sur 10, seule contre tous les syndicats unis, seule contre une majorité ici, dans cette Assemblée, qui n'a jamais voté. C'est à la fois une blessure sociale, mais c'est avant tout une blessure morale. Mesdames, Messieurs du gouvernement, vous gelez l'âge de départ à la retraite à 62 ans et 9 mois jusqu'au 1er janvier 2028. Vous gelez à 70 trimestres de cotisation. 500 000 travailleurs vont en profiter, partir 3 ou 6 mois plus tôt. Nous prenons comme toujours, nous prenons comme depuis 8 années dans cette Assemblée. Quand il s'agit d'un plein de caddie pour les auxiliaires de vie, nous prenons. Quand il s'agit d'un 13e mois pour les femmes de ménage, nous prenons. Quand il s'agit d'un sauvetage d'une usine dans la Somme, nous prenons. Mais je le dis aussi, nous ne faisons pas passer ces miettes pour un festin. Nous grattons ce que nous pouvons gratter maintenant pour les gens, sans attendre un monde parfait, sans attendre l'avènement d'un grand soir ou d'une homme nouvelle. Au printemps 2027, avec les élections, les Français trancheront. Veulent-ils maintenir la réforme Borne ou l'abroger comme nous le réclamons? Et au-delà, sur la durée de cotisation, sur le niveau de pension, sur l'emploi des seniors, sur les inaptitudes records. Notre devoir, nous à gauche, camarades communistes, insoumis, écologistes, socialistes, notre devoir, c'est d'ouvrir ensemble un chemin de victoire. Notre devoir, c'est que les travailleurs et les travailleuses dans notre pays retrouvent un peu d'espoir. Et je trouve qu'il y a un manque de confiance quand on vient dire que non, on ne sera pas capable d'abroger la réforme demain. Si nous le ferons. Monsieur Bompard pour la France Insoumise. Et après, j'ai Madame Gruet pour Droite Républicaine. Merci Madame la Présidente. Le problème du débat avec les amendements qui sortent au dernier moment, c'est que, évidemment, le diable se niche dans les détails. Donc, Monsieur et Madame la Ministre, je voudrais que vous répondiez précisément à un certain nombre de questions sur l'amendement qui vient d'être déposé par le gouvernement. Premièrement, dans la version initiale, vous évoquiez un coût pour les finances publiques l'année prochaine de 100 millions. Et vous disiez que cette procédure et que ce décalage allait concerner 80% d'une génération. Aujourd'hui, vous nous dites que vous allez compléter ce dispositif en incluant les personnes qui sont en carrière longue, 20% d'une génération, et que ça va représenter une dépense de 200 millions d'euros supplémentaires l'année prochaine. J'ai du mal à comprendre comment une mesure qui coûterait 100 millions, parce qu'elle concerne 80% de la population, va coûter cette fois 200 millions pour les 20% restants. Est-ce que vous pouvez nous donner les éléments de précision sur ce sujet? Deuxièmement, dans la rédaction de votre amendement, il est indiqué que pour des raisons techniques, l'intégration des carrières longues se ferait à partir du 1er septembre de 2026. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est le pourcentage des personnes qui devaient partir en carrière longue en 2026 qui seraient dès lors exclues du dispositif que vous êtes en train de proposer pour rajouter? Et enfin, Madame la Présidente, puisqu'il y a un débat sur le fait de savoir si 500 000 ou 600 000 personnes pourraient profiter de ce décalage, j'affirme ici devant l'Assemblée nationale que pas une seule personne ne profiterait de ce décalage.
décalage s'il devait rentrer en vigueur. Pour une raison simple, c'est que si vous faites 300 à 400 millions d'euros d'économies de dépenses supplémentaires par le décalage de la pension de retraite, mais que dans le même temps, vous faites 2 milliards d'économies en sous-indexant les pensions de retraite pendant 4 ans, ou 2,3 milliards d'euros d'économies en doublant les franchises médicales, alors oui, personne n'y gagnera, c'est-à-dire y compris ceux qui pourraient partir 3 mois plus tôt à la retraite, en vérité paieront davantage parce qu'ils auront des pensions de retraite sous-indexées ou des franchises médicales doublées. Et si messieurs et mesdames les ministres, vous voulez me contredire sur ce sujet, ne vous défilez pas, faites une chose simple. Prenez l'engagement ici, devant l'Assemblée nationale, de ne pas doubler les franchises médicales, de ne pas sous-indexer les pensions de retraite, de ne pas faire payer les malades en maladies chroniques. Allez-y, prenez l'engagement et alors on sera débat. Merci, monsieur le député. Madame Gruet. Merci Madame la Présidente. Concernant l'amendement du gouvernement, si ça n'avait concerné que les carrières longues, nous l'aurions voté, mais nous avons conscience de l'importance de la prise en compte des durées de cotisation, plus que de l'âge légal pivot qui cristallise parfois. Mais cet amendement ne concerne pas que les carrières longues, il étend plus largement, il ouvre plus largement cette réforme des retraites. Donc nous voterons contre tous les amendements, sauf celui de Madame Youssoufa, le 2708, parce que ça nous apparaît essentiel de défendre ce combat qu'elle mène. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole au rapporteur général, puis après à Madame la Présidente Châtelain. Monsieur le rapporteur général. Oui, je fais un pour, un contre. Là, j'ai eu 2 contre, donc je donne la parole après à la Présidente Châtelain. Et vous-même, ça fera 2 contre, 2 pour, si vous êtes pour. Et monsieur le rapporteur général d'abord. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Monsieur Bompard a posé des bonnes questions. Il a posé des bonnes questions que nous avons posées lors des auditions préparatoires à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, puisqu'il y avait une question, pourquoi 100 millions alors que dans le discours de politique générale, on annonçait 400 millions? Parce qu'en fait, ce qui coûte le plus cher avec le décalage de la réforme des retraites, ce sont les départs anticipés. Et c'est un élément très important, c'est que ce qui coûte le plus cher, c'est une fois qu'on a intégré les départs anticipés, on doit rajouter 200 millions de plus. Après, il y a des hypothèses comportementales qui sont retenues. C'est pas parce que vous gelez la durée d'assurance requise, c'est pas parce que vous gelez l'âge légal attendu que tout le monde va partir quand les conditions seront réunies. Donc pour chiffrer les éléments, la CNAV prend des hypothèses. Et d'ailleurs, en fonction des hommes ou en fonction des femmes, on n'a pas la même part de Français qui utilisent le dispositif de départ anticipé. Et donc les hypothèses qui ont été prises pour arriver à ce chiffrage de 300 millions, la CNAV nous les avait transmis et donc ça m'avait surpris moi aussi. Pourquoi ça coûte aussi cher tout d'un coup ? Mais tout simplement parce que ce qui coûte cher, c'est les départs anticipés et les parcours de vie. Et donc, le chiffre qui est donné, je le dis, je n'ai pas toujours soutenu le gouvernement sur l'ensemble de ces articles, mais le chiffrage est cohérent. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général. Madame la Présidente Châtelain. Merci Madame la Présidente. Cet article et cet amendement sur le décalage de la réforme des retraites est quand même une reconnaissance, c'est un aveu politique de la faute faite par Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs en imposant la réforme des retraites. Ce décalage, il ne répare pas tout. Il amoindrit un petit peu. Pour les personnes nées entre 1964 et 1968, elles pourront partir un peu plus tôt. Et si on a ce décalage, c'est parce que pendant des mois, la gauche n'a pas lâché. Pendant des mois, la gauche et les écologistes ont continué à poser la question de l'abrogation de la réforme des retraites. Il aura fallu se battre même pour avoir cet amendement sur les carrières longues et c'est pour ça que nous voterons pour, parce que oui, il n'y a pas de raison de décaler la réforme et de ne pas intégrer les carrières longues dans le décalage de cette réforme. Mais monsieur le rapporteur et monsieur les membres du gouvernement, vous n'avez pas répondu. Après l'article 45 bis sur les retraites, il y a l'article 44 que nous irons supprimer. Nous irons supprimer le gel des prestations sociales, nous irons supprimer le gel des pensions de retraite, la désindexation, c'est-à-dire la perte de pouvoir d'achat pour les retraités, car il est absolument hors de question qu'un décalage de 3 mois soit financé par les retraités et par les plus fragiles d'entre nous. Donc il faut répondre. Est-ce que vous vous engagez à ne pas passer par décret
ces mesures-là. En fait, ces mesures-là, vous ne pouvez pas, mais est-ce que vous vous engagez à ne pas faire payer par les franchises médicales? Nous avons besoin de ces réponses-là. Nous voterons pour cet amendement, nous voterons pour cet article pour le décalage et nous le disons très clairement. Cela ne réparera pas la faute et à la fin, nous irons à la rebrogation de la réforme des retraites. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Guedj. Merci Madame la Présidente. En effet, cet article, cet amendement du gouvernement permet d'embarquer tous ceux qui doivent être concernés par cette suspension pleine et entière de la réforme des retraites, quelle que soit leur situation, carrière longue ou l'endroit où ils vivent, en intégrant Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte, comme on vient de le faire. Et c'est la raison pour laquelle je vous le dis avec beaucoup de franchise. Je suis abasourdi devant les circonvolutions de certains à gauche qui cherchent toutes les bonnes raisons pour ne pas voter ce qui va se constituer une avancée pour des centaines de milliers de nos concitoyens. Jamais je n'aurais pensé voir quelqu'un à gauche pouvoir invoquer des arguments sur le financement ou sur tel détail technique pour justifier un vote contre une avancée sociale que des syndicats eux-mêmes vous invitent à faire en respectant le monde du travail. Et quand vous en êtes réduit à demander au gouvernement des engagements pour ne pas doubler les franchises ou pour ne pas désindexer les pensions, mes chers collègues, ce n'est pas au gouvernement qu'il faut s'engager, c'est à ce Parlement de légiférer. Et c'est la raison pour laquelle il nous fallait légiférer sur la partie sur les dépenses. Parce que dans quelques minutes, nous allons légiférer pour refuser le gel des pensions et l'année blanche. Ça, c'est pas un engagement du gouvernement, ce sera le vote souverain de cette Assemblée. Et plus tard dans la soirée, nous nous opposerons au doublement des franchises. Donc, plutôt que d'invoquer des prétextes fallacieux, reconnaissez que c'est une avancée pour des centaines de milliers de nos concitoyens. Et s'agissant du financement, eh bien oui, nous préserverons les plus faibles. Oui, nous préserverons le système d'assurance maladie. Oui, nous refuserons le doublement des franchises médicales. Mais nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire parce que nous en débattons à l'instant présent, alors même qu'il y a 48 heures, vous refusiez ce débat. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole, allez, un peu de silence. La parole est à Madame la ministre. Allez, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Je voulais répondre au député Bompard que l'on sent très gêné aux entournures face à un amendement où il se pourrait peut-être que les insoumis se disent qu'il faudrait peut-être voter pour. Parce que quand on parle carrière longue, quand on parle catégorie active, je crois que comme beaucoup, on vous a toujours entendu dire qu'il fallait revenir sur les mesures. Il y a là un amendement du gouvernement qui vous propose de revenir sur certaines mesures. Et Monsieur Bompard, je dois dire qu'il y a quelque chose d'assez savoureux à vous avoir entendu dire que vous étiez contre et que finalement vous avez peut-être des remords à être contre cet amendement. Deuxième élément. Je dois dire qu'il est aussi assez savoureux de vous voir extrêmement engagé dans un débat que samedi à 17h, vous ne vouliez pas avoir. Samedi à 17h, il ne fallait pas débattre. Samedi à 17h, il fallait rejeter les recettes pour ne jamais parler des dépenses. Et enfin, monsieur le député, il est tout aussi savoureux de vous voir nous poser des questions sur des débats qui arrivent après, nous demander à nous, gouvernement, de nous engager, alors que le pouvoir, je le redis, le pouvoir, il est ici. Les amendements sur le gel arrivent après. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement les a appelés de manière prioritaire. Les amendements sur les méthodes de financement, ils ont eu lieu soit avant, soit après. Ensuite, pour ce qui est du financement, vous avez entendu les réponses qui ont été faites. La question qui se pose, c'est qu'il n'y a pas 80% des Français qui vont bénéficier du report, puisque beaucoup d'entre eux n'ont pas prévu de partir à 62 ans et 9 mois ou 63 ans. En revanche, pour les carrières longues, 100% probablement de ceux qui sont concernés, eux, bénéficieront de la mesure. Donc cette mesure, monsieur le député, elle concerne probablement beaucoup plus l'immense majorité des personnes dites en carrière longue et actives et super actives, là où l'article 45 bis, finalement, ne bénéficiera qu'à ceux qui décideront de l'activer, qui sont beaucoup moins que 100% d'une génération. Donc il est savoureux, en tout cas, de voir les insoumis s'évertuer à crier très fort sur un débat qu'ils ne voulaient pas avoir il y a encore 48 heures. Et donc, nous allons mettre aux voix l'article 45 bis qui fait l'objet d'un scrutin public. Je vous demande de bien vouloir tous regagner vos places.
Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 505, exprimés 401, majorité 201, pour 255, contre 146. L'Assemblée nationale a adopté. Voilà pour ce vote, l'Assemblée nationale qui adopte la suspension de la réforme des retraites après un débat assez nourri et quelques tensions à gauche de l'hémicycle. Cette suspension a été intégrée au budget de la sécurité sociale. C'était la concession faite par le gouvernement aux socialistes en échange de leur non-censure. Alors si aucune autre réforme n'est votée après la présidentielle, eh bien l'application de la réforme Borne reprendra ensuite après un simple trimestre de décalage. C'est la fin de cet épisode. À très bientôt sur LCP.